On va parler intelligence artificielle et cette grande menace sur l'emploi. Alors certains voient l'IA comme un levier exceptionnel de création de valeur, mais dans les chiffres, on voit que pour l'instant, beaucoup d'emplois sont détruits, et notamment les derniers chiffres américains. Au mois d'octobre, on a connu la plus grande destruction d'emplois depuis 20 ans. 153 000 emplois détruits par l'IA, c'est 3 fois plus que l'année précédente, avec des grands plans annoncés chez Intel, 21 000 emplois en moins, Microsoft a supprimé 15 000 emplois, Amazon 14 000. Beaucoup dans la logistique, beaucoup dans la tech. Alors, est-ce que nous ne sommes pas entrés dans la plus grande phase de destruction d'emplois depuis la fin de la sidérurgie, Patrick Artus? Bon, l'IA pose 3 questions aux économistes. D'abord, à quel secteur, quelle est la taille des secteurs, des tâches qui seront fortement impactées par l'IA? Oui. C'est assez amusant de comparer ce que dit Daron Acemoglu, qui est le prix Nobel d'économie 2024, et Philippe Aghion, qui est le prix Nobel d'économie. Deux positions diamétralement opposées. Moi, je pense qu'Aghion a raison. C'est-à-dire, les travaux, par exemple, de l'Organisation internationale du travail montrent que l'IA va impacter énormément de tâches. L'IA, l'OIT chiffre à plus de 40% les tâches qui sont impactées par l'IA. Donc, il y aura beaucoup de tâches impactées. Alors, la deuxième question... Impacté, ça veut dire quoi aussi? Comment? Alors, la deuxième question, c'est est-ce que l'IA est complémentaire à l'emploi ou est substituable à l'emploi? Alors, Aghion, par exemple, défend la thèse que l'IA est complémentaire à l'emploi. C'est-à-dire que l'IA, essentiellement, enrichit le contenu des tâches en milieu de gamme. Et alors, ce qu'on a l'air d'observer dans les chiffres, c'est que l'IA, en réalité, est substituable à l'emploi. Il y a des tâches qui sont remplacées par de l'IA. Oui. Dans la tech, dans le codage, dans la logistique, etc. On le voit en finance aussi, voilà. Oui. Et alors, là, le vrai risque, c'est un risque sur l'effet productivité de l'IA. S'il y a beaucoup de jobs qui sont détruits par l'IA, et que comme ça a été le cas avec Internet, les personnes qui perdent leur emploi retrouvent des emplois dans des secteurs très très peu sophistiqués, c'est le syndrome du chauffeur Uber, quoi. Oui. Alors il y aura très très peu d'effets positifs sur la productivité. Il y aura un secteur IA qui fera, les secteurs affectés feront des gros gains de productivité, mais qui seront compensés par des fortes créations d'emplois très peu productifs. Et c'est les choses qu'on arrive à mesurer là. Alors là, la productivité pour l'instant, c'est encore trop tôt. Et alors la troisième question, et je finis là-dessus, qui est posée par l'IA, c'est quelle sera l'organisation industrielle de l'IA? Est-ce que ce sera un marché compétitif? Donc, il restera plein de boîtes qui produisent des modèles d'IA. Et ce n'est pas que les grands modèles de langage, c'est des modèles spécialisés, etc. Et donc, ça sera compétitif. Et donc, ça veut dire que ça sera plutôt le surplus lié à l'IA ira aux utilisateurs de l'IA. Ou alors, est-ce que ce sera un modèle complètement monopolistique ou oligopolistique? Il restera un tout petit nombre de fournisseurs d'IA. Et donc, ces fournisseurs pourront capter le surplus. Et alors, les marchés financiers, par exemple, font l'hypothèse, ou faisaient l'hypothèse jusqu'à la semaine dernière, qu'on était dans ce cas. On avait une organisation très monopolistique ou très oligopolistique, et donc les boîtes qui fournissent l'IA auraient des profits énormes dans le futur. Parce que ça a un peu secoué sur Wall Street la semaine dernière. Oui. Et alors, finalement, la logique du marché, alors on n'est pas ici pour parler de marché, mais la logique du marché maintenant, c'est de dire plutôt ce qui est positif, c'est pour les fournisseurs des développeurs. Donc, c'est Nvidia, c'est les fournisseurs d'électricité, c'est les fournisseurs d'eau, c'est les gens qui s'occupent de l'eau, mais ce n'est pas les gens qui développent des modèles d'IA. C'est vraiment... Mais on a... Voilà. Et donc, on a une idée assez précise maintenant sur le champ. C'est un champ énorme, mais on n'a pas d'idée sur cette organisation du marché de l'IA, et on n'a pas d'idée vraiment, mais on commence à avoir une idée, le fait que c'est plutôt substituable que complémentaire de l'emploi. J'en parlais avec Anthony Morel ce matin à la rédaction de BFM Business. D'ailleurs, allez voir, on a eu 2 émissions spéciales, les experts spécial IA jeudi et vendredi. C'était pour l'AIM à Marseille, et Anthony a mené 2 émissions exceptionnelles disponibles en podcast et replay sur l'application BFM Business. Et il me disait que pour lui, le débat se joue entre les augmentistes, c'est-à-dire effectivement
effectivement ceux qui ont finalement peu de qualifications, mais qui vont pouvoir s'améliorer grâce à l'IA, et les remplacistes, l'IA va remplacer beaucoup de jobs. Dans quelle équipe vous êtes, Sylvie Matera? Augmentiste ou remplaciste? C'est sans doute un peu... Je crois qu'il y aura les deux, en fait, mais c'est sans doute un peu tôt pour faire un bilan complet de l'impact. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a un impact de transformation gigantesque sur la nature et les travaux. Et on y est là, on voit que on y est ça complètement. Y est, on est rentré. Et donc, c'est vrai que l'IA offre des possibilités pour des travaux qui étaient, disons, peu qualifiés, de traitement de données, offre des possibilités gigantesques de pouvoir traiter beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, et surtout un volume de données beaucoup plus important qu'auparavant. Donc en fait, il va y avoir toute une partie d'emploi qui va être qui va être remplacée par cette IA. Alors, est-ce que ça permettra... Ça, c'est team remplaciste. Ça, c'est le team remplaciste. Alors, pour l'aspect complémentaire, est-ce que ça permettra de développer des travaux qui permettront d'exploiter toutes les informations qui seront donc données par cette IA. Donc, c'est l'aspect positif de dire que ça permettra de développer et de trouver des croissances nouvelles sur des choses qui n'étaient pas ou peu faites ou pas assez exploitées auparavant. Mais je pense que là, il est un peu tôt pour faire ça. Je pense qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, de trouver ça comme une opportunité, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, c'est là. Ça remplace des emplois actuellement. Ça permet à certaines entreprises de faire des gains de productivité importants, mais au niveau individuel, quitte à effectivement avoir un impact sur l'emploi global. Donc maintenant, il faut passer à la nouvelle phase. Comment utiliser cette nouvelle possibilité pour développer d'autres qualifications ou d'autres types de travaux à partir de ces nouvelles données. Et il faut donc des politiques publiques, d'accompagnement du salarié et de formation. Oui, l'investissement privé joue pas mal quand même pour ces entreprises-là. Ça marche bien pour elles, en bourse notamment. Olivier Rodoulès. Alors, effectivement, sur l'IA, moi je serais très prudent sur ce qu'on peut en dire en ce sens, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, on perçoit la transformation, les usages autour de nous, les cours boursiers qui s'envolent, les investissements qui se font annoncer. Qu'est-ce que ça veut dire au point de vue macroéconomique? Bulle ou pas bulle? Je ne saurais pas répondre. La bulle, on la voit qu'elle a éclaté avant. C'est toujours un peu compliqué. Non, ce qu'on voit, c'est que l'IA, en fait, adresse, en bon français, un facteur limitant de l'économie qui est le travail qualifié. On voit que, de manière assez traditionnelle, on avait des problèmes, on butait, notamment le travail de codeur, le travail de concepteur, le travail parfois de rédacteur. C'était un facteur limitant de l'économie qui justifiait d'ailleurs des salaires plus élevés, mais qui de fait contraignait, posait une limite à notre capacité de gérer la richesse. Là, on a levé sans doute pour partie un certain nombre de facteurs limitants sur un certain nombre de compétences. Et ça, forcément, ça va être bénéfique. Ça veut dire qu'on va produire plus collectivement. Quand on parle en fait de travail, de remplacement du travail ou autre, c'est une vision assez étriquée, parce que la réalité, c'est que les gens qui vont produire plus de choses, ça veut dire qu'il va y avoir plus de services et de biens qui vont être échangeables pour faire travailler d'autres personnes, donc pour valoriser le travail d'autres personnes. Donc globalement, plutôt positif. Globale sera positive. Après, la question, la première question, c'est une question de vitesse. À quelle vitesse on va l'adopter? Là, on voit que c'est stupéfiant, non? C'est en fait, c'est pas la même vitesse tout autour du monde. On attend des sons de cloche tout à fait différents. Des fois, on entend qu'effectivement tout se transforme. D'autres fois, on voit des sondages qui nous disent que dans telle entreprise ou dans les grandes entreprises, en fait, il y a une façade IA, mais en fait derrière, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et de fait, en fait, si on revient, par exemple, pour quelque chose qui nous concerne tous, c'est un progrès technique qu'on connaît bien. Par exemple, c'est l'automobile. L'automobile, c'est quelque chose qui a été inventé à la fin du 19e siècle. Quand est-ce que c'est devenu un produit courant, d'usage courant? C'est un siècle plus tard. Alors peut-être on va aller plus vite, pour Internet ça a été plus rapide, mais cela étant, en fait, on voit que plus une technologie est transformative, plus parfois elle peut prendre du temps à vraiment transformer l'économie. Tout s'accélère quand même, entre la fin du 19e et aujourd'hui. Tout à fait, mais si on prend l'automobile, ce qu'on voit, c'est que les chauffeurs de coach, les chauffeurs de diligence, etc., les gens qui s'occupaient des chevaux, les palefreniers ou autres, ils ont trouvé autre chose à faire. Donc il ne faut peut-être pas trop s'inquiéter sur l'effet emploi de l'IA, notamment
notamment quand on est dans un pays comme la France, mais l'Europe de manière générale, où on a un système social qui est plutôt très protecteur. Après, sur les États-Unis, on a vu avec le Covid que certes, il peut y avoir des destructions d'emplois importantes, mais le dynamisme du marché le dynamisme du marché de l'emploi américain fait que parfois, on peut avoir des réallocations très rapides d'emploi. Souvenez-vous, là, c'est impressionnant, 153 000 à 15%, et puis après, il avait redescendu aussi vite. Ouais. La bonne nouvelle de l'IA aux États-Unis, c'est que les secteurs technologiques, ils ont fait quasiment toute la croissance américaine des premiers trimestres. Donc, en fait, on voit le mauvais côté de l'emploi, mais par contre, il y a une production de richesse. Oui. Alors, toute la question va être qui va garder ces gains de productivité. Alors, aujourd'hui, on craint qu'ils soient captés par des monopoles ou autres. Quand on regarde l'industrie, on voit que le secteur qui fait traditionnellement des gains de productivité de l'économie, en fait, il a plutôt tendance à rétrocéder parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a une banalisation, une commoditisation de ce qu'elle produit. Oui. Et à la fin, les gains de productivité sont rétrocédés au reste de l'économie. Donc, on peut aussi avoir une vision optimiste. Donc, plutôt optimiste. Les gains de productivité de l'IA vont être, et notamment des différents modèles, vont être rétrocédés au restant de l'économie. Je voudrais citer une étude Google qui a été réalisée avec Antonin Bergeaud, meilleur jeune économiste français, qui indique que l'IA pourrait générer jusqu'à 90 milliards de valeur supplémentaire pour le PIB français. Alors, à horizon 2034. Là, c'est pas pour tout de suite, mais quand même, est-ce que vous partagez cet optimisme, Patrick Artus? Oui, il y a le rapport d'Aguillon et d'Anne Bergeron qui dit que c'est un supplément de PIB de 8 à 14% pour la France. Mais il y a deux problèmes. La vision très pessimiste, c'est je détruis beaucoup d'emplois et les personnes retrouvent un emploi, mais un emploi très très peu qualifié. Oui. Et donc là, on peut avoir vraiment une dichotomie dans l'économie. On va créer des inégalités énormes, et des inégalités de revenus, un accroissement des inégalités. Oui, c'est un scénario possible. Et ça, c'est pas impossible que ce soit un effet de l'IA. Et puis, oui, alors je crois qu'il est clair que, à nouveau, Acemoglu s'est trompé, quoi, je veux dire. Hein, donc, il y a un impact majeur sur plein de métiers, etc. Je suis pas sûr que ce soit les personnes les plus qualifiées. C'est plutôt les milieux hautes qualifications. C'est ce qu'on voit aux États-Unis. Hein, c'est beaucoup de cadres moyens. Dans les sociétés de conseil, c'est les juniors. Oui. Chez des cabinets, dans les cabinets d'avocats, c'est les jeunes. C'est pas les gens très qualifiés. Donc c'est plutôt l'emploi des jeunes. Non, mais il faut le dire. Vous êtes en train de nous expliquer que c'est les jeunes qui vont peut-être souffrir. Et si ces jeunes moyennement qualifiés retrouvent des emplois que de chauffeurs de taxi, c'est quand même pas bon pour la macroéconomie globalement. Bon, encore une fois. Moi, je trouve qu'il est un peu trop tôt pour faire une synthèse. Ce qui est sûr, c'est que c'est un bouleversement complet. Maintenant, moi, je pense aussi que les gens affectés, c'est plutôt le milieu de gamme. Alors, effectivement, il y a l'exemple de certains codeurs payés très cher et qui, maintenant, on en a moins besoin parce que l'IA fait pas mal de travaux à la place. Mais je pense que c'est plutôt le milieu de gamme, les gens qui faisaient des analyses, effectivement, même chez les banques. On parle beaucoup des centres d'appel en France, là. Hein, ah oui, les centres d'appel. Les centres d'appel vont être c'est pas beaucoup automatisés. Oui. Donc, effectivement, il y aura un problème de reclassement de ces gens-là. Donc, je pense qu'il y aura un peu des deux. Il y aura un peu vers des emplois encore moins qualifiés et un peu vers des emplois plus qualifiés pour exploiter ces nouvelles données. Mais franchement, je trouve que c'est un peu risqué de faire une prévision sur X points de PIB à un horizon 10 ans. Moi, je ne me sens pas capable de faire ça. Bon.